77e section des scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. La femme abandonnée, par Honoré de Balzac. Des intérêts graves rappelèrent monsieur de Nueil en France. Son frère et son père étaient morts. Il fallut quitter Genève. Les deux amants achetèrent cette maison. Ils auraient voulu briser les montagnes et faire enfuir l'eau du lac en ouvrant une soupape, afin de tout emporter avec eux. Madame de Beauséant suivit monsieur de Nueil. Elle réalisa sa fortune, acheta près de Manerville une propriété considérable qui joignait les terres de Gaston et où ils demeurèrent ensemble. Monsieur de Nueil abandonna très gracieusement à sa mère l'usufruit des domaines de Manerville en retour de la liberté qu'elle lui laissa de vivre garçon. La terre de madame de Beauséant était située près d'une petite ville dans une des plus jolies positions de la vallée d'Auge. Là, les deux amants mirent entre eux et le monde des barrières que ni les idées sociales ni les personnes ne pouvaient franchir, et retrouvèrent leurs bonnes journées de la Suisse. Pendant 9 années entières, ils goûtèrent un bonheur qu'il est inutile de décrire. Le dénouement de cette aventure en fera sans doute deviner les délices à ceux dont l'âme peut comprendre dans l'infini de leurs modes la poésie et la prière. Cependant, le marquis de Beauséant, son père et son frère aîné étaient morts, le mari de madame de Beauséant jouissait d'une parfaite santé. Rien ne nous aide mieux à vivre que la certitude de faire le bonheur d'autrui par notre mort. Monsieur de Beauséant était un de ces gens ironiques et entêtés qui, semblables à des rentiers viagers, trouvent un plaisir de plus que n'en ont les autres à se lever bien portants chaque matin. Galant homme du reste, un peu méthodique, cérémonieux et calculateur capable de déclarer son amour à une femme aussi tranquillement qu'un laquais dit « Madame est servie ». Cette petite notice biographique sur le marquis de Beauséant a pour objet de faire comprendre l'impossibilité dans laquelle était la marquise d'épouser monsieur de Nueil. Or, après ces 9 années de bonheur, le plus doux bail qu'une femme ait jamais pu signer, monsieur de Nueil et madame de Beauséant se trouvèrent dans une situation tout aussi naturelle et tout aussi fausse que celle où ils étaient restés depuis le commencement de cette aventure. Crise fatale néanmoins, de laquelle il est impossible de donner une idée, mais dont les termes peuvent être posés avec une exactitude mathématique. Madame la comtesse de Nueil, mère de Gaston, n'avait jamais voulu voir madame de Beauséant. C'était une personne roide et vertueuse qui avait très légalement accompli le bonheur de monsieur de Nueil le père. Madame de Beauséant comprit que cette honorable douairière devait être son ennemie et tenterait d'arracher Gaston à sa vie immorale et anti-religieuse. La marquise aurait bien voulu vendre sa terre et retourner à Genève, mais c'eût été se défier de monsieur de Nueil, elle en était incapable. D'ailleurs, il avait précisément pris beaucoup de goût pour la terre de Valleroy, où il faisait force plantations, force mouvements de terrain. N'était-ce pas l'arracher à une espèce de bonheur mécanique que les femmes souhaitent toujours à leurs maris et même à leurs amants? Il était arrivé dans le pays une demoiselle de la Rodière, âgée de 22 ans et riche de 40 000 livres de rente. Gaston rencontrait cette héritière à Manerville toutes les fois que son devoir l'y conduisait. Ces personnages étant ainsi placés comme les chiffres d'une proportion arithmétique, la lettre suivante, écrite et remise un matin à Gaston, expliquera maintenant l'affreux problème que, depuis un mois, madame de Beauséant tâchait de résoudre. Mon ange aimé, t'écrire quand nous vivons cœur à cœur, quand rien ne nous sépare, quand nos caresses nous servent si souvent de langage, et que les paroles sont aussi des caresses, n'est-ce pas un contresens? Eh bien, non, mon amour. Il est de certaines choses qu'une femme ne peut dire en présence de son amant. La seule pensée de ces choses lui ôte la voix, lui fait refluer tout son sang vers le cœur. Elle est sans force et sans esprit. Être ainsi près de toi me fait souffrir,
et souvent j'y suis ainsi. Je sens que mon cœur doit être toute vérité pour toi, ne te déguiser aucune de ses pensées, même les plus fugitives. Et j'aime trop ce doux laisser-aller qui me sied si bien pour rester plus longtemps gênée, contrainte. Aussi vais-je te confier mon angoisse. Oui, c'est une angoisse. Écoute-moi, ne fais pas ce petit ta par lequel tu me fais taire avec une impertinence que j'aime, parce que de toi tout me plaît. Cher époux du ciel, laisse-moi te dire que tu as effacé tout souvenir des douleurs sous le poids desquelles jadis ma vie allait succomber. Je n'ai connu l'amour que par toi. Il a fallu la candeur de ta belle jeunesse, la pureté de ta grande âme pour satisfaire aux exigences d'un cœur de femme exigeante. Ami, j'ai bien souvent palpité de joie en pensant que, durant ces 9 années, si rapides et si longues, ma jalousie n'a jamais été réveillée. J'ai eu toutes les fleurs de ton âme, toutes tes pensées. Il n'y a pas eu le plus léger nuage dans notre ciel. Nous n'avons pas su ce qu'était un sacrifice. Nous avons toujours obéi aux inspirations de nos cœurs. J'ai joui d'un bonheur sans bornes pour une femme. Les larmes qui mouillent cette page te diront-elles bien toute ma reconnaissance? J'aurais voulu l'avoir écrite à genoux. Eh bien, cette félicité m'a fait connaître un supplice plus affreux que ne l'était celui de l'abandon. Cher, le cœur d'une femme a des replis bien profonds. J'ai ignoré moi-même jusqu'aujourd'hui l'étendue du mien, comme j'ignorais l'étendue de l'amour. Les misères les plus grandes qui puissent nous accabler sont encore légères à porter en comparaison de la seule idée du malheur de celui que nous aimons. Et si nous le causions, ce malheur, n'est-ce pas à en mourir? Telle est la pensée qui m'oppresse. Mais elle entraîne après elle une autre beaucoup plus pesante. Celle-là dégrade la gloire de l'amour, elle le tue, elle en fait une humiliation qui ternit à jamais la vie. Tu as 30 ans et j'en ai 40. Combien de terreurs cette différence d'âge n'inspire-t-elle pas à une femme aimante? Tu peux avoir d'abord involontairement, puis sérieusement senti les sacrifices que tu m'as faits, en renonçant à tout au monde pour moi. Tu as pensé peut-être à ta destinée sociale, à ce mariage qui doit augmenter nécessairement ta fortune, te permettre d'avouer ton bonheur, tes enfants, de transmettre tes biens, de reparaître dans le monde et d'y occuper ta place avec honneur. Mais tu auras réprimé ces pensées, heureux de me sacrifier, sans que je le sache, une héritière, une fortune et un bel avenir. Dans ta générosité de jeune homme, tu auras voulu rester fidèle au serment qui ne nous tient qu'à la face de Dieu. Mes douleurs passées te seront apparues, et j'aurai été protégé par le malheur d'où tu m'as tiré. Devoir ton amour à ta pitié, cette pensée m'est plus horrible encore que la crainte de te faire manquer ta vie. Ceux qui savent poignarder leur maîtresse sont bien charitables quand ils les tuent heureuses, innocentes et dans la gloire de leurs illusions. Oui, la mort est préférable aux 2 pensées qui, depuis quelques jours, attristent secrètement mes heures. Hier, quand tu m'as demandé si doucement «Qu'as-tu?» ta voix m'a fait frissonner. J'ai cru que, selon ton habitude, tu lisais dans mon âme, et j'attendais tes confidences, imaginant avoir eu de justes pressentiments en devinant les calculs de ta raison. Je me suis alors souvenu de quelques attentions qui te sont habituelles, mais où j'ai cru apercevoir cette sorte d'affectation par laquelle les hommes trahissent une loyauté pénible à porter. En ce moment, j'ai payé bien cher mon bonheur. J'ai senti que la nature nous vend toujours les trésors de l'amour. En effet, le sort ne nous a-t-il pas séparés? Tu te seras dit, tôt ou tard, je dois quitter la pauvre Claire. Pourquoi ne pas m'en séparer à temps? Cette phrase était écrite au fond de ton regard. Je t'ai quitté pour aller pleurer loin de toi, te dérober des larmes. Voilà les premières que le chagrin m'ait fait verser depuis 10 ans, et je suis trop fière pour te les montrer. Mais je ne t'ai point accusé. Oui,
Tu as raison. Je ne dois point avoir l'égoïsme d'assujettir ta vie brillante et longue à la mienne bientôt usée. Mais si je me trompais, si j'avais pris une de tes mélancolies d'amour pour une pensée de raison, ah, mon ange, ne me laisse pas dans l'incertitude, punis ta jalouse femme, mais rends-lui la conscience de son amour et du tien. Toute la femme est dans ce sentiment qui sanctifie tout. Depuis l'arrivée de ta mère, et depuis que tu as vu chez elle mademoiselle de la Rodière, je suis en proie à des doutes qui nous déshonorent. Fais-moi souffrir, mais ne me trompe pas. Je veux tout savoir, et ce que ta mère te dit, et ce que tu penses. Si tu as hésité entre quelque chose et moi, je te rends ta liberté. Je te cacherai ma destinée, je saurai ne pas pleurer devant toi. Seulement, je ne veux plus te revoir. Oh, je m'arrête, mon cœur se brise. Je suis restée morne et stupide pendant quelques instants. Ami, je ne me trouve point de fierté contre toi. Tu es si bon, si franc. Tu ne saurais ni me blesser ni me tromper. Mais tu me diras la vérité, quelque cruelle qu'elle puisse être. Veux-tu que j'encourage tes aveux? Eh bien, cœur à moi, je serai consolée par une pensée de femme. N'aurais-je pas possédé de toi l'être jeune et pudique, toute grâce, toute beauté, toute délicatesse, un Gaston que nulle femme ne peut plus connaître et de qui j'ai délicieusement joui? Non, tu n'aimeras plus comme tu m'as aimé, comme tu m'aimes. Non, je ne saurais avoir de rival. Mes souvenirs seront sans amertume en pensant à notre amour, qui fait toute ma pensée. N'est-il pas hors de ton pouvoir d'enchanter désormais une femme par les agaceries enfantines, par les jeunes gentillesses d'un cœur jeune, par ses coquetteries d'âme, ses grâces du corps et ses rapides ententes de volupté, enfin par l'adorable cortège qui suit l'amour adolescent? Ah, tu es homme. Maintenant, tu obéiras à ta destinée en calculant tout. Tu auras des soins, des inquiétudes, des ambitions, des soucis qui la priveront de ce sourire constant et inaltérable par lequel tes lèvres étaient toujours embellies pour moi. Ta voix, pour moi toujours si douce, sera parfois chagrine. Tes yeux, sans cesse illuminés d'un éclat céleste en me voyant, se terniront souvent pour elle. Puis, comme il est impossible de t'aimer comme je t'aime, cette femme ne te plaira jamais autant que je t'ai plu. Elle n'aura pas ce soin perpétuel que j'ai eu de moi-même et cette étude continuelle de ton bonheur dont jamais l'intelligence ne m'a manqué. Oui, l'homme, le cœur, l'âme que j'aurai connus n'existeront plus. Je les ensevelirai dans mon souvenir pour en jouir encore et vivre heureuse de cette belle vie passée, mais inconnue à tout ce qui n'est pas nous. Mon cher trésor, si cependant tu n'as pas conçu la plus légère idée de liberté, si mon amour ne te pèse pas, si mes craintes sont chimériques, si je suis toujours pour toi ton Ève, la seule femme qu'il y ait dans le monde, cette lettre lue, viens, accours. Ah, je t'aimerai dans un instant plus que je ne t'ai aimé, je crois, pendant ces 9 années. Après avoir subi le supplice inutile de ces soupçons dont je m'accuse, chaque jour ajouté à notre amour, oui, un seul jour, sera toute une vie de bonheur. Ainsi parle, sois franc, ne me trompe pas, ce serait un crime. Dis, veux-tu ta liberté? As-tu réfléchi à ta vie d'homme? As-tu un regret? Moi, te causer un regret? J'en mourrais. Je te l'ai dit, j'ai assez d'amour pour préférer ton bonheur au mien, ta vie à la mienne. Quitte, si tu le peux, la riche mémoire de nos 9 années de bonheur, pour n'en être pas influencé dans ta décision. Mais parle, je te suis soumise, comme à Dieu, à ce seul consolateur qui me reste si tu m'abandonnes. Quand madame de Beauséant sut la lettre entre les mains de monsieur de Nueil, elle tomba dans un abattement si profond
et dans une méditation si engourdissante par la trop grande abondance de ses pensées qu'elle resta comme endormie. Certes, elle souffrit de ces douleurs dont l'intensité n'a pas toujours été proportionnée aux forces de la femme et que les femmes seules connaissent. Pendant que la malheureuse marquise attendait son sort, monsieur de Nueil était, en lisant sa lettre, fort embarrassé, selon l'expression employée par les jeunes gens dans ces sortes de crises. Il avait alors presque cédé aux instigations de sa mère et aux attraits de mademoiselle de la Rodière, jeune personne assez insignifiante, droite comme un peuplier, blanche et rose, muette à demi, suivant le programme prescrit à toutes les jeunes filles à marier. Mais ces 40 000 livres de rente en fonds de terre parlaient suffisamment pour elle. Madame de Nueil, aidée par sa sincère affection de mère, cherchait à embaucher son fils pour la vertu. Elle lui faisait observer ce qu'il y avait pour lui de flatteur à être préféré par mademoiselle de la Rodière, lorsque tant de riches partis lui étaient proposés. Il était bien temps de songer à son sort, une si belle occasion ne se retrouverait plus. Il aurait un jour 80 000 livres de rente en biens-fonds. La fortune consolait de tout. Si madame de Beauséant l'aimait pour lui, elle devait être la première à l'engager à se marier. Enfin, cette bonne mère n'oubliait aucun des moyens d'action par lesquels une femme peut influer sur la raison d'un homme. Aussi avait-elle amené son fils à chanceler. La lettre de madame de Beauséant arriva dans un moment où l'amour de Gaston luttait contre toutes les séductions d'une vie arrangée convenablement et conforme aux idées du monde. Mais cette lettre décida le combat. Il résolut de quitter la marquise et de se marier. Il faut être homme dans la vie, se dit-il. Puis il soupçonna les douleurs que sa résolution causerait à sa maîtresse. Sa vanité d'homme autant que sa conscience d'amant les lui grandissant encore, il fut pris d'une sincère pitié. Il ressentit tout d'un coup cet immense malheur et crut nécessaire, charitable d'amortir cette mortelle blessure. Il espéra pouvoir amener madame de Beauséant à un état calme et se faire ordonner par elle ce cruel mariage, en l'accoutumant par degrés à l'idée d'une séparation nécessaire, en laissant toujours entre eux mademoiselle de la Rodière comme un fantôme et en la lui sacrifiant d'abord pour se la faire imposer plus tard. Il allait, pour réussir dans cette compatissante entreprise, jusqu'à compter sur la noblesse, la fierté de la marquise et sur les belles qualités de son âme. Il lui répondit alors afin d'endormir ses soupçons. Répondre. Pour une femme qui joignait à l'intuition de l'amour vrai les perceptions les plus délicates de l'esprit féminin, la lettre était un arrêt. Aussi, quand Jacques entra, qu'il s'avança vers madame de Beauséant pour lui remettre un papier plié triangulairement, la pauvre femme tressaillit-elle comme une hirondelle prise. Un froid inconnu tomba de sa tête à ses pieds en l'enveloppant d'un linceul de glace. S'il n'accourait pas à ses genoux, s'il n'y venait pas pleurant, pâle, amoureux, tout était dit. Cependant, il y a tant d'espérance dans le cœur des femmes qui aiment. Il faut bien des coups de poignard pour les tuer. Elles aiment et saignent jusqu'au dernier. Madame a-t-elle besoin de quelque chose demanda Jacques d'une voix douce en se retirant. Non, dit-elle. Pauvre homme, pensa-t-elle en essuyant une larme. Il me devine, lui, un valet. Elle lut. Ma bien-aimée, tu te crées des chimères. En apercevant ces mots, un voile épais se répandit sur les yeux de la marquise. La voix secrète de son cœur lui criait « Il ment ». Puis sa vue embrassant toute la première page avec cette espèce d'avidité lucide que communique la passion, elle avait lu en bas ces mots « Rien n'est arrêté ». Tournant la page avec une vivacité convulsive, elle vit distinctement l'esprit qui avait dicté les phrases entortillées de cette lettre, où elle ne retrouva plus les jets impétueux de l'amour. Elle la froissa, la déchira, la roula, la mordit, la jeta dans le feu,
et s'écria: « Oh l'infâme! Il m'a possédée, ne m'aimant plus. » Puis, demi-morte, elle alla se jeter sur son canapé. Monsieur de Nueil sortit après avoir écrit sa lettre. Quand il revint, il trouva Jacques sur le seuil de la porte, et Jacques lui remit une lettre en lui disant: « Madame la marquise n'est plus au château. » Monsieur de Nueil, étonné, brisa l'enveloppe et lut: « Madame, si je cessais de vous aimer en acceptant les chances que vous m'offrez d'être un homme ordinaire, je mériterais bien mon sort, avouez-le. Non, je ne vous obéirai pas et je vous jure une fidélité qui ne se déliera que par la mort. Oh, prenez ma vie, à moins cependant que vous ne craigniez de mettre un remords dans la vôtre. » C'était le billet qu'il avait écrit à la marquise au moment où elle partait pour Genève. Au-dessous, Claire de Bourgogne avait ajouté: « Monsieur, vous êtes libre. » Monsieur de Nueil retourna chez sa mère, à Manerville. 20 jours après, il épousa mademoiselle Stéphanie de la Rodière. Si cette histoire d'une vérité vulgaire se terminait là, ce serait presque une mystification. Presque tous les hommes n'en ont-ils pas une plus intéressante à se raconter? Mais la célébrité du dénouement, malheureusement vrai, met tout ce qu'il pourra faire naître de souvenirs au cœur de ceux qui ont connu les célestes délices d'une passion infinie et l'ont brisée eux-mêmes ou perdue par quelque fatalité cruelle, mettront peut-être ce récit à l'abri des critiques. Madame la marquise de Beauséant n'avait point quitté son château de Valleroy lors de sa séparation avec monsieur de Nueil. Par une multitude de raisons qu'il faut laisser ensevelies dans le cœur des femmes, et d'ailleurs chacune d'elles devinera celles qui lui seront propres, Claire continua d'y demeurer après le mariage de monsieur de Nueil. Elle vécut dans une retraite si profonde que ses gens, sa femme de chambre et Jacques excepté, ne la virent point. Elle exigeait un silence absolu chez elle, et ne sortait de son appartement que pour aller à la chapelle de Valleroy, où un prêtre du voisinage venait lui dire la messe tous les matins. Quelques jours après son mariage, le comte de Nueil tomba dans une espèce d'apathie conjugale, qui pouvait faire supposer le bonheur tout aussi bien que le malheur. Sa mère disait à tout le monde: « Mon fils est parfaitement heureux. » Madame Gaston de Nueil, semblable à beaucoup de jeunes femmes, était un peu terne, douce, patiente. Elle devint enceinte après un mois de mariage. Tout cela se trouvait conforme aux idées reçues. Monsieur de Nueil était très bien pour elle, seulement il fut, 2 mois après avoir quitté la marquise, extrêmement rêveur et pensif. Mais il avait toujours été sérieux, disait sa mère. Après 7 mois de ce bonheur tiède, il arriva quelques événements légers en apparence, mais qui comportent de trop larges développements de pensée et accusent de trop grands troubles d'âme pour n'être pas rapportés simplement et abandonnés aux caprices des interprétations de chaque esprit. Un jour, pendant lequel monsieur de Nueil avait chassé sur les terres de Manerville et de Valleroy, il revint par le parc de madame de Beauséant, fit demander Jacques, l'attendit. Et, quand le valet de chambre fut venu: « La marquise aime-t-elle toujours le gibier ?» lui demanda-t-il. Sur la réponse affirmative de Jacques, Gaston lui offrit une somme assez forte accompagnée de raisonnements très spécieux afin d'obtenir de lui le léger service de réserver pour la marquise le produit de sa chasse. Il parut fort peu important à Jacques que sa maîtresse mangeât une perdrix tuée par son garde ou par monsieur de Nueil, puisque celui-ci désirait que la marquise ne sût pas l'origine du gibier. Il a été tué sur ces terres, dit le comte. Jacques se prêta pendant plusieurs jours à cette innocente tromperie. Monsieur de Nueil partait dès le matin pour la chasse et ne revenait chez lui que pour dîner, n'ayant jamais rien tué. Une semaine entière se passa ainsi. Gaston s'enhardit assez pour écrire une longue lettre à la marquise et la lui fit parvenir. Cette lettre lui fut renvoyée sans avoir été ouverte.
Il était presque nuit quand le valet de chambre de la marquise la lui rapporta. Soudain le comte s'élança hors du salon où il paraissait écouter un caprice d'Hérold écorché sur le piano par sa femme, et courut chez la marquise avec la rapidité d'un homme qui vole à un rendez-vous. Il sauta dans le parc par une brèche qui lui était connue, marcha lentement à travers les allées en s'arrêtant par moments comme pour essayer de réprimer les sonores palpitations de son cœur. Puis, arrivé près du château, il en écouta les bruits sourds et présuma que tous les gens étaient à table. Il alla jusqu'à l'appartement de madame de Beauséant. La marquise ne quittait jamais sa chambre à coucher. Monsieur de Nueil put en atteindre la porte sans avoir fait le moindre bruit. Là, il vit à la lueur de 2 bougies la marquise maigre et pâle, assise dans un grand fauteuil, le front incliné, les mains pendantes, les yeux arrêtés sur un objet qu'elle paraissait ne point voir. C'était la douleur dans son expression la plus complète. Il y avait dans cette attitude une vague espérance, mais l'on ne savait si Claire de Bourgogne regardait à la tombe ou dans le passé. Peut-être les larmes de monsieur de Nueil brillèrent-elles dans les ténèbres, peut-être sa respiration eut-elle un léger retentissement, peut-être lui échappa-t-il un tressaillement involontaire, ou peut-être sa présence était-elle impossible sans le phénomène d'intussusception dont l'habitude est à la fois la gloire, le bonheur et la preuve du véritable amour. Madame de Beauséant tourna lentement son visage vers la porte et vit son ancien amant. Le comte fit alors quelques pas. Si vous avancez, monsieur, s'écria la marquise en pâlissant, je me jette par cette fenêtre. Elle sauta sur l'espagnolette, l'ouvrit et se tint un pied sur l'appui extérieur de la croisée, la main au balcon et la tête tournée vers Gaston. Sortez, sortez, cria-t-elle, ou je me précipite. À ce cri terrible, monsieur de Nueil, entendant les gens en émoi, se sauva comme un malfaiteur. Revenu chez lui, le comte écrivit une lettre très courte et chargea son valet de chambre de la porter à madame de Beauséant, en lui recommandant de faire savoir à la marquise qu'il s'agissait de vie ou de mort pour lui. Le messager partit. Monsieur de Nueil rentra dans le salon et y trouva sa femme qui continuait à déchiffrer le caprice. Il s'assit en attendant la réponse. 1 heure après, le caprice fini, les 2 époux étaient l'un devant l'autre, silencieux, chacun d'un côté de la cheminée, lorsque le valet de chambre revint de Valleroy et remit à son maître la lettre qui n'avait pas été ouverte. Monsieur de Nueil passa dans un boudoir attenant au salon, où il avait mis son fusil en revenant de la chasse, et se tua. Ce prompt et fatal dénouement, si contraire à toutes les habitudes de la jeune France, est naturel. Les gens qui ont bien observé ou délicieusement éprouvé les phénomènes auxquels l'union parfaite de 2 êtres donne lieu comprendront parfaitement ce suicide. Une femme ne se forme pas, ne se plie pas en un jour aux caprices de la passion. La volupté, comme une fleur rare, demande les soins de la culture la plus ingénieuse. Le temps, l'accord des âmes peuvent seuls en révéler toutes les ressources, faire naître ces plaisirs tendres, délicats, pour lesquels nous sommes imbus de 1000 superstitions et que nous croyons inhérents à la personne dont le cœur nous les prodigue. Cette admirable entente, cette croyance religieuse et la certitude féconde de ressentir un bonheur particulier ou excessif près de la personne aimée sont en partie le secret des attachements durables et des longues passions. Près d'une femme qui possède le génie de son sexe, l'amour n'est jamais une habitude. Son adorable tendresse sait revêtir des formes si variées. Elle est si spirituelle et si aimante tout ensemble. Elle met tant d'artifices dans sa nature, ou de naturel dans ses artifices, qu'elle se rend aussi puissante par le souvenir qu'elle l'est par sa présence. Auprès d'elle, toutes les femmes pâlissent. Il faut avoir eu la crainte de perdre un amour si vaste, si brillant, ou l'avoir perdu pour en connaître tout le prix. Mais si, l'ayant connu, un homme s'en est privé pour tomber dans quelque mariage froid, si la femme avec laquelle il a espéré rencontrer les mêmes félicités lui prouve,
par quelques-uns de ces faits ensevelis dans les ténèbres de la vie conjugale qu'elles ne renaîtront plus pour lui, s'il a encore sur les lèvres le goût d'un amour céleste et qu'il est blessé mortellement, sa véritable épouse au profit d'une chimère sociale, alors il lui faut mourir ou avoir cette philosophie matérielle, égoïste, froide, qui fait horreur aux âmes passionnées. Quant à madame de Beauséant, elle ne crut sans doute pas que le désespoir de son amie allât jusqu'au suicide, après l'avoir largement abreuvé d'amour pendant 9 années. Peut-être pensait-elle avoir seule à souffrir. Elle était d'ailleurs bien en droit de se refuser au plus avilissant partage qui existe, et qu'une épouse peut subir par de hautes raisons sociales, mais qu'une maîtresse doit avoir en haine, parce que dans la pureté de son amour en réside toute la justification. Angoulême, septembre 1832. Fin de la 77e section.